Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de 20h. Mais j'ai rien fait. Prends en compte le trajet aller-retour, petite pause sandwich, le temps de s'essorer le torchon, attaquer Tara et en se prenant une petite marge. Tu sais que t'es vraiment flippant, Yannick. Devant sa porte d'entrée, à la vue de tous. Vas-y Didier, lance la bande. Bon, alors excuse-moi monsieur, mais là t'abuses un petit peu quand même. Ah, le mec t'a enseigné la technique des 5 points et la paume qui font exploser le cœur, c'est ça? J'ai bien fait mon d'ailleurs. Et aussi parce qu'ils sont un tout petit peu cons parfois. Mesdames et messieurs, toujours aucune nouvelle du cinéaste amateur Florian Rennes, mystérieusement porté manquant depuis plusieurs semaines. D'après les premiers éléments recueillis par nos services, l'homme se serait volatilisé après un bref passage au commissariat, profitant, dit-on, d'un moment d'inattention de son interlocuteur. Quelques témoins oculaires affirment l'avoir aperçu quittant précipitamment la cité à bord d'un train vers une destination demeurant, à l'heure où nous parlons, parfaitement inconnue. La police poursuit activement ses investigations. Je suis bien là. Ma petite sœur. Quoi? Je t'ai pas donné assez d'attention quand t'étais petite? Ah non, franchement, t'as été au top, rien à dire. Entre aller cafeter aux parents, me péter dessus à cœur joie ou encore aller me foutre la honte en public. Non, franchement, t'as été nickel, rien à dire. Par contre, d'après les infos, t'as pas fini ta vidéo. Donc je viens de donner la réplique. Et tu vas faire des interventions comme ça pendant mon exposé. C'est toi qui écris les dialogues. Et si j'ai pas envie? Eh ben, je te pète la gueule. Ouais, bah rigolez pas trop parce que si elle veut, elle vous fume tous un par un. Du coup, tiens mon café et admire. Comme on a pu le voir avec les attaques contre Sarah et Sam et le meurtre de Vince, Schreider, c'est pas ça? Ah, je connais pas Scream moi, donc va falloir m'aider un peu. Richie et Amber ont une forte capacité d'adaptation à chaque changement de situation. On peut même se demander s'ils ont véritablement un plan autre que semer le chaos et le désordre à Woodsboro. Et le double meurtre de Judy et Wes ne déroge pas à la règle, car ils vont redoubler d'ingéniosité et s'adapter pour arriver à leur fin. Et même s'il n'est pas le plus difficile à comprendre, le meurtre de la famille X marque un tournant dans le film. Il en faut bien un. Puis aussi, normal, on est au milieu du film. Situés en plein jour, devant leur propre maison, cette scène casse les codes habituels de la saga où les meurtres se déroulent généralement la nuit ou dans l'obscurité et dans les recoins inquiétants. Alors, comme toutes les autres attaques, on peut quand même y voir un petit clin d'œil aux précédents films qui ont donné un cadre différent aux autres meurtres, comme le professeur Embry dans le 1, Randy dans le 2 ou encore Sarah dans le 3. Sauf qu'ils se déroulent tous dans un bâtiment, ou du moins hors de la vue de quiconque. On me voit plus. On me voit un petit peu, on me voit plus, on me voit. Dans Scream version 2022, l'attaque se déroule dans et devant la maison des X, un espace censé être protecteur. Le fait que Judy soit tuée à la vue de tous, sur le perron, est tout aussi symbolique car cet endroit marque le passage entre le public et l'intimité. De cette manière, Ghostface, en tant qu'entité et non humain, devient davantage horrifique. Il n'a pas forcément besoin d'obscurité pour tuer, et c'est ça qui le rend encore plus dangereux. Et du coup, le mec, je l'ai défoncé. Et quand j'ai filmé ma vidéo, il avait disparu. Truc de dingue. Attends. Et depuis, aucune nouvelle, et ça fait déjà 2 ans. De cette manière, cette mise en scène crée un contraste dérangeant. La lumière et le quotidien deviennent le décor d'une violence extrême. Pendant toute la séquence, afin de faire monter une tension aussi palpable que les abdos de Wes, le montage alterne entre Judy, piégée par l'appel de Ghostface, et son fils, resté seul à l'intérieur.
Aussi, le meurtre d'un personnage sympathique comme Wes vient d'abord rappeler qu'aucun protagoniste n'est à l'abri. Mais surtout, il illustre la coopération entre les deux antagonistes, capables de se coordonner pour piéger et frapper deux cibles en même temps. Genre en même temps, à la seconde près. Non, mais c'était peut-être le plan à la base. On les découpe autour de la table à manger. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Donc c'est pas en même temps. Merde. Pour la première et peut-être la seule fois du film, Amber et Richie vont réellement travailler en binôme sans qu'un seul se tape tout le sale boulot. Mais encore une fois, avant de déterminer qui tue qui dans cette scène, on va planter le décor. On ne sait pas exactement où se situe la demeure des X dans Woodsboro, mais on sait que la maison utilisée pour le tournage se trouve au 1801 Chestnut Street à Wilmington. Et par chance, la maison est en vente, donc on a de nombreuses images de l'extérieur et de l'intérieur. Si jamais vous avez un petit $1 million, Donnez-le lui, comme ça il me fera de plus beaux cadeaux de Noël. Ok, bien wesh. Les photos nous donnent une idée assez claire de comment va s'organiser le double homicide et de quelle manière Amber et Richie se déplacent sur la scène de crime. Petit tour du proprio. On a d'abord l'entrée de la maison, assez spacieuse, qui donne directement sur une pièce à vivre. Vers la gauche, quand on est face à la porte, on a la salle à manger qu'on ne voit jamais dans le film. Et juste à côté de celle-ci, la cuisine. On a un couloir qui mène au salon et on reconnaît d'ailleurs le petit cellier où Wes prend la sauce soja. Une porte mène au jardin et on a un couloir surélevé de quelques marches, relié également au salon, qui mènent aux chambres. Si on reste au rez-de-chaussée et qu'on prend cette fois-ci à droite, en étant face à la porte d'entrée, on retrouve une sorte de petite loggia avec une autre porte qui mène au jardin. Et juste à droite, on a une petite pièce qui sert de toilette. Pour aller vidanger l'eau des pâtes, serrer la main à un pote, faire pleurer le colosse, secouer le bananier, t'as vraiment un problème avec les blagues de pipi toi. Enfin, entre la loggia et le salon, on remarque une petite pièce qui peut faire office de bureau ou de débarras. On n'aura pas besoin de s'y attarder trop longtemps, mais si on monte à l'étage, on a 3 chambres, dont une grande suite avec une salle de bain privative. D'ailleurs, si on compare les images du film avec celles de la vente, on reconnaît la disposition de la douche et du lavabo. On comprend donc que c'est dans cette salle de bain que se douche Wes après son petit footing et que sa chambre est donc la plus grande de la maison. alors que nous, on dort dans des KGB. Bon, je te rappelle que ta chambre faisait le double de la mienne et t'avais en plus annexé le bureau. Ouais, mais loi Carrez, on s'est retrouvés. Maintenant qu'on connaît le où, intéressons-nous au quand. On sait d'abord que l'entretien entre Sam, Richie et Dewey se déroule tôt le matin, étant donné que notre shérif préféré suit la matinale de Gale Weathers à la télé, que Sidney fait son footing avant d'emmener ses filles à l'école, et que la montre et l'horloge de Dewey indiquent 7h05, 7h10. La réunion du groupe d'amis, quant à elle, se déroule aux alentours de 8h15 si on en croit la montre de Mindy. Ce qui est tout à fait logique si on compte le fait que Dewey a dû prendre une douche entre-temps. Quelques minutes après, Sam part de son côté en prenant la voiture et laisse Richie rentrer seul au motel, probablement à pied. On va garder tout ça en tête et on va revenir un peu après. Comme d'habitude. Comme souvent dans Scream 5, il est parfois un peu compliqué de comprendre le temps qui passe entre les séquences. Et lorsqu'on retrouve les X, on a du mal à se rendre compte du temps qui est réellement passé depuis la petite réunion chez les Mix. Heureusement, les choses ne sont pas très difficiles à comprendre. Étant donné que Judy a commandé des sushis pour le dîner, et qu'aux États-Unis on mange bien plus tôt qu'en France, on sait qu'on est aux alentours de 18h. Pour soutenir le temps qui a passé, on remarque que Wes ne porte pas la même tenue que le matin même. En effet, le jeune homme rentre de son petit footing qui a bien dû durer une bonne heure. Il a pu alors le commencer aux alentours de 17h. On a donc une ellipse de presque 10 heures entre les deux scènes. Mais qui a fait quoi entre-temps ? On sait qu'il y a des erreurs dans la continuité, donc on ne peut pas vraiment déterminer si cette journée se déroule un samedi ou un dimanche. Mais comme on sait que les cours sont de toute manière suspendus, aucun membre du groupe d'ados n'a été en cours ce jour-là. Ils sont donc libres de vaquer à leurs occupations. De son côté, avant d'être appelé pour la rejoindre à l'hôpital, Richie n'a pas revu Sam de la journée. On le voit au motel en train de regarder des vidéos et manger une pizza, mais on n'a aucune information sur le reste de sa journée. On peut donc partir sur l'hypothèse d'une fenêtre de 10 heures pendant laquelle Amber et Richie peuvent planifier leurs prochaines attaques en y mettant toutes leurs tripes. Ah, comme Casey Baker dans le premier. C'est crade, mais j'aime bien. Titre. On retrouve alors notre shérif Judy en train de commander des sushis au téléphone. Et à peine elle entend un craquement dans la maison qu'elle se met tout de suite en mode défense. Les tueurs ont affaire à une agent de police entraînée et son fils, non mais regardez-moi ces pecs. Par ailleurs, on rappelle que Judy est une survivante de Scream 4. Elle connaît les dangers que représente Ghostface et, comme on le voit, est très vite sur ses gardes.
La technique pour la surprendre est donc de la déstabiliser. En maman poule et très protectrice, Judy s'est assurée de la protection de son fils. Comme on peut le voir, et c'est même un sujet de moquerie dans son groupe, il se balade avec un taser et une bombe au poivre. Les meilleures chances pour les attaquer est donc lorsqu'ils sont le plus vulnérables, que ce soit physiquement, avec l'illusion de la sécurité de la maison, ou même mentalement, en jouant avec la corde sensible de Judy et l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de son fils. Judy tente de suivre le bruit de craquement et se rend dans la loggia. Elle trouve alors la porte de jardin ouverte. Notez que celle des toilettes est quant à elle fermée à ce moment-là. Une fois la porte verrouillée, Wes apparaît juste derrière sa mère et la fait sursauter alors qu'il est en train d'enlever ses écouteurs. On remarque alors que la porte des toilettes est cette fois-ci ouverte. Par contre, on n'entend ni la chasse d'eau, ni le robinet du lavabo. Niveau hygiène, je pense qu'on est bon là, non ? Non, c'est bon, elles sont propres. On peut alors imaginer une hypothèse. Wes est rentré de son footing en passant par la porte arrière, toujours les écouteurs sur les oreilles, et comme à son habitude, il oublie de verrouiller la porte de derrière et se rend directement aux toilettes juste à côté pour déboucher le robinet portatif. Ou livrer un colis piégé. Tout dépend de ses intestins. Ah, le caca maintenant, c'est bien, tu innoves. C'est alors qu'un des deux tueurs profite de la porte laissée ouverte pour s'infiltrer dans la maison et se faufile pour se cacher dans le petit bureau, pendant que l'autre reste à l'extérieur. On peut alors imaginer que le craquement que Judy entend est bien celui d'un Ghostface. Et quand elle demande si c'est bien Wes, ce dernier ne lui répond pas, tout simplement parce qu'il ne l'a pas entendu, à cause de ses écouteurs qui jouent très probablement de la musique de jeunes bien forte. Ce premier Ghostface n'a donc plus qu'à attendre sagement dans le bureau que la voix soit dégagée. Judy quitte la maison, tandis que Wes monte à l'étage pour prendre sa douche. Mais cette configuration peut poser problème à Richie et Amber, car ils avaient probablement planifié d'attaquer les deux à l'intérieur de la maison, l'un s'occupant de Wes sous la douche, l'autre de Judy dans la cuisine, ou les deux en même temps pendant le repas. Encore une fois, ils sont victimes d'un choix extérieur. Judy va chercher elle-même les sushis au lieu de se les faire livrer. Mais ils arrivent tout de même à s'adapter. Alors qu'elle est en voiture, Judy reçoit un appel de Ghostface et il y a tout à penser que c'est Richie au bout du fil. Tout d'abord, quand on regarde qui appelle sur le téléphone, on remarque que le numéro est inconnu, tout comme cela avait été le cas avec Tara au début du film. Il y a peu de chances pour que l'appel vienne du numéro d'Amber, car étant donné que Wes est un ami proche, que Judy est shérif de Woodsboro, il n'est pas impossible qu'elle possède son numéro, ou ait un moyen facile de l'avoir. Et étant donné qu'elle avait déjà disculpé Amber auparavant, ce serait du suicide de refaire intervenir son téléphone. Également, la manière dont parle Ghostface indique davantage qu'on est avec Richie. Comme on le sait, Amber est beaucoup plus brute et vindicative dans ses échanges, alors que Richie semble davantage jouer avec ses victimes. Surtout qu'Amber n'a aucun grief particulier envers Judy, donc elle n'aurait aucun intérêt à lui faire des reproches. Le seul personnage qu'elle ne peut pas blairer, c'est Sam. Ici, l'objectif de Richie est simple. Perturber le shérif X en menaçant la personne à qui elle tient le plus au monde. De cette manière, elle va lever ses propres barrières et plus facilement se faire avoir à son retour. Et pour le coup, on est sur du vrai Ghostface avec une manœuvre de déstabilisation. L'objectif est de s'attaquer aux victimes au moment où elles sont le plus fragiles. Comme Tyrion qui bute son père au moment où il pose un classique. Bon, toujours la thématique du caca, mais aussi dégueu soit-elle, la comparaison est valide. Mais en plus de perturber la victime, Ghostface va nous donner une indication importante. À un moment donné, dans la conversation, Richie évoque le film Psychose, du fait que Wes soit actuellement sous la douche. Avec cette simple référence, on peut déduire qu'il sait ce qu'il se passe à l'intérieur de la maison et qu'il a la possibilité d'observer le jeune homme. Donc on peut supposer que le tueur qui s'est infiltré à l'intérieur de la maison est probablement Richie, alors qu'Amber est restée à l'extérieur. Et cette idée va d'ailleurs nous être confirmée juste après. Si on observe l'attaque contre Judy sur le perron, on reconnaît le même mouvement de couteau théâtral qui est la signature d'Amber. Également, étant moins forte que son adversaire, elle a besoin de son deuxième bras pour planter Judy, et, comme à son habitude, enchaîne les coups de couteau au niveau des intestins. Une fois débarrassée de Judy, Amber peut quitter les lieux et laisser son acolyte s'occuper de Wes. Le style de meurtre de Richie est différent, tout comme avec Vince, Richie a besoin de détourner l'attention de sa victime. Ici, c'est la porte d'entrée entrouverte qui servira de diversion. Wes la ferme sans se rendre compte que sa mère est juste derrière, étant donné que le corps n'a pas été déplacé. C'est alors que Richie le prend par surprise et l'attaque. Et encore une fois, on voit qu'il vise directement la gorge de sa victime. On peut noter également que le couteau utilisé est complètement propre.
Il n'a donc probablement pas été utilisé pour l'attaque contre Judy, ce qui implique un Ghostface différent. Attends. Il y a une cuisine. Il aurait pu le laver avant. Oui, mais dans ce cas-là, ça laisserait des indices au fond de l'évier pour les enquêteurs. Et dans Ghostface, il y a Ghost. Ouh. Eh ben, second couteau. Amber le fait bien juste après avec l'autre vieux. Ne manque surtout pas de respect à Dewey. Le deuxième couteau est bien une possibilité, mais avoir un seul tueur pendant toute cette scène, que ce soit Richie ou Amber, pose un problème de timing. Étant donné que Judy a prévenu les autorités du danger, son corps et celui de Wes ont été découverts peu de temps après, et nos deux tueurs ne s'arrêtent pas dans leur folie meurtrière, car ils veulent enchaîner très rapidement avec l'attaque de Tara à l'hôpital. Attaque perpétrée par Amber, tandis que Richie doit être au motel. Du coup, une fois qu'Amber s'est débarrassée de Judy à l'extérieur, elle n'a plus besoin de rester et se rend directement à l'hôpital pour la suite du plan, pendant que Richie s'occupe de Wes. Juste après son meurtre, Richie n'a plus qu'à retourner à l'hôtel pour passer le temps et manger une pizza jusqu'à l'appel de Sam. Pizza Hut par contre. Et comment croire les goûts cinématographiques d'un mec qui a un palais de Doberman? La scène du meurtre de Judy et Wes nous offre une belle performance digne de Ghostface. On a la manipulation des victimes, la surprise avec une attaque qui sort des clous, et le sadisme du tueur qu'on devine presque jubilé sous son masque. Et c'est à partir de cette scène que tout s'emballe, et que le film bascule. Et tout comme Charlie dans Scream 4, on se retrouve donc avec un Ghostface qui donne presque l'impression d'être partout à la fois. Toujours potentiellement sur des rollers, mais à réaction. Amber et Richie poursuivent directement avec une nouvelle attaque à l'hôpital. Et c'est probablement cette scène, à cause du décès de Dewey, qui a énervé les spectateurs et les fans de la saga. L'intérêt ici est avant tout dramatique. Tuer Dewey, c'est faire une rupture majeure avec la saga principale. Ici, on fait disparaître un personnage legacy, présent depuis le premier film afin de symboliser la transmission à la nouvelle génération. Et tout le film transpire ce passage de flambeau dès la première apparition du personnage. On nous montre un Dewey fatigué, affaibli, mais qui arrive une dernière fois à retrouver l'étincelle pour se battre et protéger les plus jeunes. Dewey va représenter la persévérance pour contrer le tueur et l'attachement qu'on a pour la saga originale. En mourant, on perd certes un personnage important, mais pas ce qu'il représente, car sa lutte continue à travers Sam et Tara, qui héritent de ce fardeau. Et la mise en scène insiste sur le caractère sacrificiel du personnage. Il sait maintenant qu'il doit finir le travail en tirant une balle dans la tête de Ghostface. Leçon déjà apprise et appliquée dans Scream 3. Malheureusement, cela va aussi le mener à sa perte. Et cela va asseoir la crédibilité de Ghostface. La menace est réelle et personne n'est intouchable. Mais ce qu'Amber et Richie n'avaient pas prévu, c'est que sa mort va servir de catalyseur qui pousse Gale et Sidney à reprendre du service et continuer le combat. Sans elle, la fin du film aurait pu se conclure sur une victoire des tueurs. Et si on pense trilogie, Gale aurait dû mourir dans le 6 et enfin Sidney dans le 7. La boucle est bouclée, mais je pense que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Comme disait Mark Twain, les rumeurs concernant ma mort sont très exagérées. À première vue, la scène de l'hôpital semble donc facile à analyser. Comme on a pu le voir, c'est bel et bien Amber qui porte le costume. Richie est présent et se fait légèrement blesser par son acolyte. Et on va tout de suite débunker une théorie. Non, il n'y a pas de troisième tueur dans cette scène. Mais il y a un élément que beaucoup de personnes semblent oublier. Le meurtre de l'agent de police Clay. Première mort hors champ depuis Maureen Prescott. La scène commence dans la chambre d'hôpital de Tara. Si on tend un peu l'oreille, on peut entendre un coup de couteau et un bruit de chute. Alors que Tara va voir ce qu'il se passe, la lumière de l'étage s'éteint et la jeune fille retrouve le policier dans une mare de sang. Quand on observe de plus près, on remarque qu'il a eu la gorge tranchée et qu'il est tombé de sa chaise. Encore une fois, la technique nous rappelle davantage Richie, et non Amber qui aurait défoncé les entrailles de l'agent avec rage. Et beaucoup de papillonnes. On avait laissé Richie dans la chambre d'hôtel. On ne sait pas exactement à quelle distance se trouve l'hôtel de l'hôpital, mais étant donné que Sam l'appelle pour lui demander de l'aide et qu'à la base elle était venue à Woodsboro pour s'occuper de sa sœur, on peut penser qu'elle a pris un logement qui est tout proche à pied, donc il arriverait avant tout le monde. Sauf que s'il était uniquement venu aider Tara, on aurait dû entendre le bruit de l'ascenseur dans la scène. Mais ici, rien. On peut donc imaginer que Richie, afin de moins se faire remarquer, a pris les escaliers pour attaquer l'agent Clay de dos et s'en débarrasser facilement. Une fois son méfait accompli, il peut attendre la suite du plan en se cachant dans une chambre hors de la vue de Tara. On retrouve donc bien le motus operandi de Richie comme on a pu le voir avec Vince et Wes. Retenons un détail important, la lumière s'éteint après le meurtre de l'agent Clay.
Lorsque Tara inspecte le corps, elle découvre que son arme a disparu. Puis on peut alors entendre le bruit d'une porte qui s'ouvre et se referme. Porte qui a tout l'air d'être celle d'une porte coupe-feu qu'on retrouve généralement au niveau des escaliers. Mais du coup, qui fait ce bruit de porte si Richie est à l'étage? N'oublions pas que les lumières se sont éteintes auparavant. On peut donc imaginer que, étant donné qu'elle est quand même sur place, il y a de fortes chances pour qu'Amber soit celle qui soit rendue au panneau électrique général ailleurs dans le bâtiment pour couper les lumières. C'est d'ailleurs pour cela que Richie apparaît le premier auprès de Tara avant qu'Amber ne fasse la fausse attaque. D'ailleurs, petit aparté, elle le blesse au bras, exactement de la même manière que Derek, le petit ami de Sidney dans Scream 2. Du coup, le bruit de porte qu'on entend à ce moment-là peut très probablement être Amber qui revient après avoir coupé la lumière. Enfin, comme on l'a dit, pour ce qui est de Dewey, on n'a aucun doute là-dessus, c'est bel et bien la jeune femme qui est sous le masque, et qui est devenue, dès lors, le Ghostface le plus détesté de toute la franchise. Mais on a quand même quelques petites choses à dire sur cette attaque. Tout d'abord, Amber se fait neutraliser temporairement lorsque Dewey lui tire dans le torse. Ghostface se relève et on découvre qu'elle porte un gilet pare-balles qu'elle a dérobé à l'agent X. Et je peux le prouver. Si on revient au meurtre de Wes et Jody, alors que les policiers sont en train de baliser la scène de crime, on remarque que le coffre de la voiture du shérif est ouvert, ce qui n'était pas le cas lorsque Jody est arrivée sur les lieux. Il devient alors assez évident qu'après avoir assassiné le shérif, Amber est allée se servir dans le coffre pour repartir avec son gilet pare-balles. Cela illustre une nouvelle fois la capacité de notre duo à s'adapter aux situations. Ensuite, lors de cette attaque, beaucoup de personnes mettent en doute la présence d'Amber sous le costume en jugeant qu'elle n'aurait pas assez de force pour soulever Dewey. Il y a alors la théorie de la présence d'un troisième tueur. Cependant, rien ne montre que Dewey, à ce moment-là, est littéralement soulevé par le tueur. On note plutôt qu'il est déstabilisé, pris de part en part par 2 couteaux, et on parle quand même d'un homme de 50 ans qui a pris cher à plusieurs reprises. Sans compter que c'est pas la taille qui compte déjà, et les tueurs dans tous les films d'horreur ont une endurance plus élevée que la moyenne. Sauf que tout aussi meurtrière cette attaque est, elle marque surtout une énorme erreur dans le plan de Amber et Richie. Ou un très gros trou dans le scénario. À la fin du film, lorsqu'Amber et Richie se révèlent en tant que tueurs, ils expliquent que leur volonté est de faire de Sam le Ghostface de cette histoire, comme l'a été son père des années auparavant. Une fin parfaite selon eux. Cependant, avec ce scénario, ils font de Sam la seule et unique Ghostface de ce massacre. Mais ce final montre une faille dans leur plan. Comme on peut le voir, à l'arrivée de Gail à l'hôpital, Richie et Sam sont en train de faire une déposition à la police. Les 2 personnages, tout comme Tara, sont alors capables de donner une même version des faits, où ils ont tous les 3 vu Ghostface attaquer Tara et assassiner Dewey. Donc officiellement, avec 3 témoignages concordants et le scénario de un seul tueur dans le plan, Sam ne peut pas être sous le costume. Donc Richie vient d'innocenter Sam devant la police. Donc à cause de cette erreur, même s'ils avaient réussi leur plan en massacrant tout le monde, ils auraient quand même échoué, pour le peu que quelqu'un remarque ce petit détail. Et pourtant, s'ils n'avaient pas improvisé leur tuerie en se préparant un peu mieux, il y avait bien une solution simple pour que, malgré le témoignage, cela fonctionne. Éliminer Vince après la scène de l'hôpital et le faire accuser en tant que second tueur. Et pour cela, on a 2 choix. Soit on le laisse faire sa vie, mais on le surveille de très près pour qu'il n'ait pas d'alibi pendant les attaques, soit on le kidnappe, tout comme le père de Sidney dans Scream 1. Et au choix, on le tue pendant le final, ou alors il finit ses jours en prison. De cette manière, on retrouve la dynamique Stumacher et Billy Loomis. Richie et Amber peuvent alors exploiter le lien entre Vince et Stu en révélant leur filiation à la fin du film et jouer davantage sur la thématique de l'héritage, ce qui aurait fait un sacré plot twist. Il devient alors facile pour Richie et Amber de manipuler les preuves pour diriger vers Vince et enfin s'en débarrasser avant la soirée dans la maison de son tonton. De cette manière, le témoignage devant l'hôpital reste cohérent et impliquerait quand même Sam d'être l'autre partie du duo. Je dois avouer qu'il me fait un petit peu peur à imaginer un plan comme ça. Mais sinon, c'est un jeune homme tout à fait adorable. Mais cette attaque conduit surtout Sam et Tara à vouloir quitter la ville le plus rapidement possible à bord de la voiture de Richie. Malheureusement, comme Richie a volé l'inhalateur de Tara, ils sont obligés de se rendre chez Amber pour la phase finale. Alors que la soirée bat son plein et que le film tente de faire suspecter Liv en tant que Ghostface, on assiste à une nouvelle attaque du tueur envers Chad.
Étant donné que Richie n'a pas la capacité d'être à 2 endroits à la fois, on peut d'ores et déjà désigner Amber sous le costume. Surtout que, encore une fois, on a un tueur plutôt énergique qui n'attaque pas sa victime à la gorge mais au torse. Et pour isoler sa victime, Amber se fait passer pour Liv grâce à une application de tracing. Étant donné que le téléphone de Chad reconnaît celui de Liv, on peut penser dans un premier temps qu'Amber a volé celui de cette dernière. Cependant, un peu plus tôt dans la soirée, suite à un échange mouvementé avec Chad qui se finit sur une engueulade, Parce qu'il n'a pas voulu envoyer le taureau dans l'arène. En un seul mot. Liv quitte la soirée, en toute logique avec toutes ses affaires, dont son téléphone portable. Téléphone portable qu'on retrouve dans ses mains quelques temps après lorsqu'elle retrouve Mindy sur le canapé en se plaignant que son Uber ait été annulé. Ce qui implique donc que, entre le moment où elle quitte Chad et retrouve Mindy, elle ne lâche pas son téléphone une seule seconde. Sauf si elle avait été le deuxième tueur, mais on sait que ce n'est clairement pas le cas. Ainsi, pour piéger Chad, et étant donné qu'on voit bien que l'application repère le téléphone de Liv, on peut conclure qu'Amber a utilisé la fameuse technique du clonage de téléphone. Elle l'avait annoncé depuis le début. Et c'est maintenant qu'elle le fait. De ce fait, on peut alors supposer que c'est Amber qui a annulé elle-même le chauffeur Uber, afin que Liv reste dans les parages pour la grande révélation. Concernant l'attaque contre Mindy, il est plutôt évident que c'est Richie qui porte le costume. En effet, à ce moment-là, on sait qu'Amber est avec Tara pour retrouver son inhalateur. Elles apparaissent quelques secondes après. Donc à moins que Tara soit aussi dans le coup, idée qu'on va exclure même si j'aurais aimé qu'on découvre quel était le grand mastermind dans Scream 7, on va davantage pointer du doigt Richie. D'autant plus que le jeune homme est déjà dans les parages à ce moment-là. Alors que tout le monde quitte la soirée, Richie retrouve Mindy dans le salon et lui propose de l'accompagner dans le sous-sol pour aller chercher de la bière. Bien évidemment, cette proposition est une première tentative pour isoler la jeune femme. Richie se rend tout de même au sous-sol, mais profite de l'état assez alcoolisé de Mindy pour discrètement remonter avec une bouteille de bière, facile à cacher dans la cuisine. Encore une fois, maintenant sous le costume, Richie tente de prendre sa victime par surprise, mais suite à son échec, il est obligé de fuir avant de réapparaître depuis la cuisine avec la dite bouteille qu'il avait préparée auparavant. Mais c'est fourbe ça. Comme si tout était prévu. On sait désormais que c'est le personnage de Richie sous le costume, mais petite anecdote, c'est également l'acteur Jack Quaid qui joue Ghostface dans cette scène. Selon plusieurs photos de tournage, on peut voir l'acteur porter le costume en question. De plus, si on est attentif pendant la scène, on remarque un Ghostface qui est bien plus grand par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, confirmant la présence de l'acteur de 1m85 sous le costume. Et lui faire porter le costume à ce moment précis n'est pas seulement un cadeau pour faire plaisir à l'acteur. Mais c'est surtout une référence au tout premier film dans lequel l'acteur Skeet Ulrich a lui-même porté le costume lors de l'attaque de Randy. Dans ce même salon. Et tu savais que Viggo Mortensen s'était vraiment cassé le petit orteil en shootant dans un casque dans Le Seigneur des Anneaux? Concernant Liv, à moins d'avoir des extraterrestres changeant de forme, c'est évidemment Amber qui la tue. Gloire à l'empereur Bourglum de Vénus 4. Et bien que ce soit un personnage trop peu exploité dans le film, son meurtre nous apprend deux choses. Tout d'abord, et comme on le comprend durant tout le film, Amber n'apprécie pas beaucoup Liv et la renvoie systématiquement à l'archétype de la jeune fille écervelée. Mais surtout, dans cette idée de connexion avec les précédents massacres, Liv a toutes les raisons d'être une vraie victime. Si on regarde le générique de fin, on apprend que son nom de famille est Mackenzie, exactement le même nom que les voisins de la famille Baker du premier film. Alors peut-être qu'on est juste sur une simple référence, mais on peut également penser qu'elle est bien la petite dernière de la famille Mackenzie. Étant donné qu'on ne les voit jamais dans le film, ça peut très bien être une jeune famille qui n'a pas encore d'enfants lors des événements du premier massacre. Certes, les Mackenzie ne sont pas des victimes originelles, mais pour Amber et Richie, Liv s'en rapproche quand même un petit peu. Mais cette découverte soulève un point important. Les membres du groupe auraient pu alors deviner très facilement qui sont les tueurs cette fois-ci. Étant donné que Vince est le neveu de Stu, Tara la sœur de la fille de Billy, Wes le fils de X, Liv la voisine des Bakers et Mindy et Chad sont les neveux de Randy, Amber et Richie sont bien les deux seuls personnages à ne pas être liés aux précédentes victimes. Donc lors de la réunion avec Mindy et Chad, tout le monde aurait dû les suspecter. Mais comme le film est écrit avec le cul, faut pas trop leur en demander. Même un indice aussi évident passerait inaperçu. Oh, il est vraiment bon ce café. Mais contrairement aux autres victimes, Liv meurt d'une balle dans la tête tirée par Amber. Et cette arme, on a déjà vu son propriétaire dans le film.
Rappelez-vous, lorsque Tara inspecte le corps de l'inspecteur Clay, elle remarque qu'il manque son arme dans l'étui. Richie a donc pu récupérer l'arme en question pendant l'attaque et la cacher pour qu'Amber la récupère une fois seule dans l'hôpital. Ou alors, ça peut être l'arme de ses parents chez elle. Les États-Unis, tout ça. Et donc l'arme du crime remonterait jusqu'à elle. Bof. Il ne nous reste plus qu'un tout petit mystère à résoudre. Qui appelle Sidney sur son portable? Et pour répondre à cette question, on va soulever un détail important. Sidney n'a habituellement pas de téléphone. Pendant toute la saga, et à cause de ce qu'elle a vécu dans le 1, Sidney ne possède jamais de téléphone portable. Lorsqu'elle doit interagir avec des interlocuteurs, ça va être soit via une tierce personne, d'autres téléphones, ou alors via un fixe en ayant un appareil pour savoir qui est son interlocuteur. Et pourtant, dans ce nouvel opus, et comme une sorte d'émancipation de son passé, Sidney possède enfin son propre téléphone portable. Mais étant donné qu'on parle de Sidney Prescott, on sait qu'elle a un flingue, mais aussi qu'il ne doit pas être évident d'obtenir son numéro. Alors de quelle manière est-ce que Ghostface parvient-il à la contacter sur son propre mobile? Les démarcheurs téléphoniques. La mort de Dewey. La mort de Dewey. Ouais, j'allais le dire. Le seul moment où les antagonistes peuvent récupérer le numéro de Sidney se déroule pendant la mort de Dewey à l'hôpital. Étant donné que Sam, Richie et Tara fuient par l'ascenseur, en laissant le corps de Dewey seul avec Amber, celle-ci a l'occasion de récupérer son téléphone ainsi que tout son répertoire, dont le numéro de Sidney. Mais est-ce que cela signifie pour autant que c'est Amber qui passe l'appel à la fin du film ? Vu qu'on ne voit pas l'écran du portable, on ne peut pas savoir s'il est inscrit peut-être Amber ou numéro inconnu. Cependant, l'interlocuteur admet directement que ce n'est pas Amber, mais l'autre tueur. Et c'est vrai qu'à ce moment du film, il n'a pas vraiment de raison de mentir, car il faut bien avancer jusqu'à la deuxième révélation. Et cet appel ressemble d'ailleurs beaucoup à ceux qu'il a pu passer à Tara et Judy, dans lequel il joue avec ses victimes. On arrive au climax, on a découvert qui était le sidekick, il est donc maintenant temps que le mastermind entre en jeu et refasse la même entrée que Billy Loomis. On peut donc déduire que c'est bel et bien Richie qui est au bout du fil, d'autant plus que cette manière de procéder est inhérente à nos deux tueurs, un qui appelle, l'autre qui attaque. Il faut donc détourner l'attention de Sidney afin qu'Amber puisse l'attaquer par surprise en surgissant d'une autre porte, afin de jouer la victime encore quelques secondes. On rappelle que sa cible principale est avant tout Sam, car Sidney n'était pas censé être sur place, on rappelle. Il a donc encore besoin d'être considéré comme innocent pour se rapprocher physiquement de Sam, et ensuite la trahir en la poignardant, se révélant donc être le deuxième tueur. Et voilà, on sait qui tue qui dans Scream 2022, et faut dire qu'il y a eu du boulot. Alors, certes, Amber et Richie sont pas les tueurs les plus méticuleux qu'on a pu voir dans la franchise, mais ce sont ceux qui ont réussi à le mieux s'adapter aux événements en utilisant l'essence même qui a fait Scream et Stab. Bien qu'ils tentent d'être les héritiers de Billy et Stu, Richie et Amber sont davantage entraînés par quelque chose de plus grand qui les dépasse. Les tueurs de 96 tuent pour des raisons personnelles, déguisées en jeu méta, ceux de 2022 le font pour une idée, une narration. Ils sont l'incarnation du fan devenu créateur par la force et souhaitent manipuler la réalité pour corriger la fiction. Et pour arriver à leur fin, afin de produire le meilleur requel, ils vont réutiliser ce qui a fait le succès du premier film. Chez Billy et Stu, le costume sert à masquer leur identité et à jouer avec les victimes. Leur plaisir vient en effet des meurtres, mais surtout du théâtre des meurtres. À ce moment-là, le costume n'est qu'un accessoire parmi d'autres, qu'on retrouve facilement dans les magasins de déguisement. Billy et Stu s'amusent à travers le chaos qu'ils créent à Woodsboro. Ils sont les tueurs originels, donc ils ont tout un univers à créer. Pour Richie et Amber, le costume est marqué par un passé et une véritable identité. La légende s'est créée autour du masque et son utilisation n'est pas innocente. Pour eux, c'est davantage un outil narratif. Et comme chaque apparition de Ghostface est pensée comme étant une scène de film, il doit être beaucoup plus surprenant et violent que l'original. Dans cette conception, on peut voir Richie comme un réalisateur et Amber son actrice principale. L'objectif est de suivre les codes du requel pour rendre leur Stab 9 légitime. La décision de placer le climax du film dans la maison de Schumacher est un acte symbolique, voire même religieux. Pour Amber, cette maison est un espace sacré, bien loin d'être un détail dans le scénario ou un simple clin d'œil pour les spectateurs de Scream et du futur Stab 9, la maison est devenue un reliquaire où les murs, les pièces, les escaliers sont chargés d'un sens mythologique.
C'est parce qu'elle s'est intéressée à l'histoire de cette maison et qu'elle s'est abreuvée des films Stab qu'elle a complètement vrillé en devenant fanatique des films. Amber fait acte de dévotion envers ce lieu en l'assumant comme son héritage cinématographique. Et c'est en tant qu'héritage ciné qu'il reconstitue plan par plan le climax du premier film. Ils utilisent les mêmes pièces, les mêmes tropes, les mêmes accessoires, ils attendent que le film se joue tout seul, mais cette fois-ci en corrigeant les erreurs qui avaient été faites. On est complètement dans un rituel de fans toxiques. En ce sens, Amber est celle qui a une appropriation perverse du mythe original. Elle souhaite se positionner comme l'héritière spirituelle de Stumacher, mais sans jamais parler de l'homme. Elle ne reproduit que le rôle fictif qu'elle a découvert dans Stab, qui pour elle est un mythe fondateur, en se projetant dans le personnage de Ghostface, pas dans celui de Stu. Amber vit dans le film, pense en tant que structure narrative et de résonance symbolique. Mourir dans ce lieu aurait pu faire partie de ses plans. Elle finit brûlée vive comme une sorcière consumée par sa propre rage, et sa résurrection temporaire sert en effet à prendre le spectateur à revers, comme à chaque film, mais surtout à rappeler l'iconographie du tueur qui revient. Amber sacrifie son humanité pour son culte et meurt presque en martyr. Richie, quant à lui, meurt poignardé à répétition par Sam. Lui qui se voyait comme l'héritier de Billy Loomis se fait voler la vedette par une Sam qui rejoint symboliquement son père pour mieux s'en libérer. Sa mise à mort est sanglante, excessive, même surjouée, ce qui note un échec de sa tentative de réécriture. Pour conclure, Richie et Amber ne se contentent pas de tuer. Ils mettent en scène une tuerie comme une revendication artistique et idéologique. Leur méthodologie est construite autour des symboles de leur saga favorite qu'ils souhaitent écrire avec le sang de leurs victimes. Mais à force de trop pousser sur les symboles, ils ont complètement oublié d'établir un plan qui repose sur des bases solides. À quoi ça sert de créer un truc si c'est pour rien apporter de plus par rapport à la version originale ? Non, j'ai pas mis de poison dans ton café, c'est pas dans mon intérêt. Ah ouf, cool. Bon du coup t'as fini, je peux y aller? Pizza ce soir? Ouais. Tant que c'est pas du Pizza Hut. Non, c'est pas la bonne boîte, hein. J'avais juste plus le sachet.